Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, une M3E46 est un sujet particulier, mais un sujet qui touche quasiment toutes les M3E46, les renforts de châssis arrière. On va parler des renforts, mais on va également parler des cylindres en bloc. Et pourquoi on amène ce sujet? C'est qu'on en fait beaucoup. Dans un garage où on fait pas mal d'activités de restauration, il faut savoir tout faire. Et là, on avait un bon exemple de ce qui peut se passer sur ce genre de voiture, surtout quand elles ont la boîte SMG, cette boîte robotisée qui donne quand même pas mal d'à-coups. On a un phénomène de déchirement qui se crée au niveau du train arrière. On en a vu, la pire de toutes, on va essayer de vous retrouver des photos, ça peut être assez radical. Le train arrière était complètement tombé sur la route, ce qui fait que ça devenait inroulable. On n'avait pas pu prendre le chantier puisque là ça devenait vraiment de la carrosserie, il avait fallu complètement changer le plancher arrière et non pas simplement le réparer. Il est temps pour celle-ci de s'attaquer au sujet pour éviter trop de frais supplémentaires. Un détail important, cette voiture totalise 150 km à peine, même 144 000 exactement, et ne fait pas de circuit. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de série 3 coupées, M3 ou non. Le phénomène se déclenche différemment, mais toutes les E46 se déchirent. Situons un petit peu les choses. Le berceau est fixé avec 4 ancrages, 2 à l'arrière, 2 à l'avant. Comme ça, juste en regardant rapidement, traditionnellement, c'est celui-là le pire, mais ça veut dire que devant, ça ne va pas être beau non plus. Et de ce que je distingue comme ça à travers les bras et les différents éléments du demi-train, c'est pas beau. A priori, il manque carrément un morceau sur celui-là, juste ici. On parlait de cylindres en bloc, puisqu'on en a une bonne partie qui sont sur la table, qui vont finir sur le berceau, mais également sur le pont. Juste là, on commence à voir le cylindre en bloc qui sort de son logement. Il était vraiment temps d'intervenir. On commence à déshabiller la voiture et tout de suite, ça s'annonce vraiment pas beau ici. Et voilà, il faut savoir que la boîte SMG donne beaucoup d'à-coups. On le disait tout à l'heure, l'arbre de transmission amène toute la puissance sur le train arrière et les saccades, ça crée un déchirement. C'est pas chouette. Pendant cette phase de démontage, on va parler un petit peu des pièces qu'on remplace. Alors, les cylindres en bloc de berceau, c'est basique, hein, c'est la pièce supérieure et inférieure, donc ça, c'est un ancrage. Celui-ci, c'est un deuxième. On a une autre boîte juste là. Ici, une autre paire de cylindres en bloc, toujours pour le berceau. Et dans ces deux petites boîtes, on va avoir le pont. On va y revenir. On peut imaginer le cylindre en bloc sur la voiture avec la vis qui passe de part en part et qui tient le berceau. Et en fait, l'ancrage, on vient le situer comme ça en fait sur la caisse. On va venir souder ça sur la voiture à l'endroit où c'est défoncé. Et je tiens à le préciser, vous voyez la qualité du kit qu'on utilise parce que franchement, il y a de tout sur les kits. Il y a vraiment des bouts de plaques, vraiment pour dire des bouts de tôle pliés qui sont vendus. Là, c'est quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus solide. Alors, ça aurait été mieux de faire du préventif. C'est une bonne idée quand vous allez voir ce que vous allez découvrir derrière. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Alors, on a les gros ancrages, les deux ancrages arrière qui vont aller avec ces cylindres en bloc. Et ensuite, les petits qui vont à l'avant. Il y a aussi cette petite pièce, mais vous allez comprendre tout ça lors de l'intervention. Venons maintenant aux cylindres en bloc de pont. Les cylindres en bloc de pont, on parlait de celui de l'arrière du pont qui sortait de son logement. Donc on en a deux qui vont aller à l'arrière en renforcé, Powerflex, hein, c'est du street. Hein, c'est pas une version, on a énoncé que cette voiture ne faisait pas de track day, donc on utilise des cylindres en bloc adaptés à cette voiture et à son utilisation routière. Ici, l'arrière du pont, et sur l'avant, il y en a un seul côté passager. Donc celui-ci aussi va être installé.
On ne vous a pas menti. Vraiment, celui-ci, bon allez, je le garde pour la fin, mais après avoir enlevé le berceau, c'est beaucoup plus visuel, c'est tout fêlé. Il y a un petit peu de corrosion, mais c'est pas grand-chose. Et on sent vraiment que la caisse est faite en deux couches. En fait, il y a deux pots, la partie extérieure et la partie intérieure. Et entre les deux, les pièces qui servent d'ancrage pour pouvoir visser les éléments, les supports. Et en fait, on a un petit filetage. Et ça bouge vraiment beaucoup. Ici, je reviens là-dessus, mais on est bien déchiré. Là, c'est pas vraiment l'ancrage en soi au niveau du filetage qui pète, c'est plus loin, c'est bien fêlé. Et je vous garantis, là, on est carrément rendu tout en haut. Et je me demande si c'est pas carrément en train de prendre plus loin. Vraiment, c'est curieux, mais on était vraiment pas loin de faire tomber le plancher, je pense. Pour le côté préventif, normalement, mais là on n'est plus du tout là-dedans, on va dire pour le côté curatif, je parlais de ce renfort qui est quand même solide, qui est quand même balèze, et toute cette partie-là, en fait, n'est pas concernée. C'est pas cassé ici, mais ce qui permet en fait de créer un renfort pile à l'endroit où ça fêle, pour éviter que ça s'écarte. Et on peut facilement observer ce trou en fait, qui va être celui dans lequel on va passer le support, la vis. C'est parti, on décape, on soude, on peint, on traite, mais il y a un petit secret là-dedans, c'est qu'on va venir aussi traiter la voiture de l'intérieur, puisqu'on ne peut pas aller peindre entre les deux pots dont je vous parlais tout à l'heure, la couche extérieure et intérieure, donc on injecte une résine et on fait ça du mieux que possible. Les cils en bloc sont bien visuels maintenant qu'on a démonté le berceau de la voiture, et en fait c'est tout pété. On ne le voyait pas très bien, mais on a une craquelure, une fissure dans le cil en bloc, on va les extraire, on va vous montrer. Ceux-ci sont fichus, ceux-là c'est la même chose. C'est pas vraiment l'intervention du jour parce que ces cils en bloc là ne tiennent pas le berceau, c'est plus pour tenir le bras de suspension, mais c'est également fatigué et c'est super important, c'est ça qui règle toute la géométrie. On peut se dire qu'en fait, si on a une petite flexion comme ceci, vous le voyez, je le bouge tout simplement à la main sans vraiment forcer, et ben on change la géométrie, ce qui veut dire que c'est pas vraiment très précis ni très rigoureux en termes de tenue de route. Comme vous l'entendez, c'est en cours de soudure. Il a fallu déposer le réservoir puisque ce n'est pas vraiment compatible, essence et étincelle. Et on a aussi mis un petit coup de propre sur ce train arrière. Le chantier est bien lancé. On peut distinguer la caisse avec sa peinture d'origine. Quand c'est gris ici, c'est qu'on est rendu à la ferraille nue. Le morceau est soudé, comme ça, aux quatre coins, à chaque renfort. Les cordons de soudure ne font pas tout le tour, c'est un choix. Il y a plusieurs méthodes de le faire, mais on pense que de faire des cordons trop longs, enfin c'est certain même, ça fait chauffer et ça déforme. Donc on préfère faire des cordons quand même suffisamment balèzes et solides, mais sans rendre tout étanche, puisque ça n'a pas vraiment de sens, puisque derrière on protège avec de l'antigravillon, de l'après et de la peinture. Sur cet ancrage en particulier, puisque celui-ci a été soudé et rapidement décapé et nettoyé, celui-ci c'est pas le cas. Donc on va vite voir qu'en fait ça a bien brûlé toute la partie de protection d'origine de la caisse. Et en fait, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on veut pas que ça chauffe trop. Ici c'est clairement en cours, c'est le dernier qui reste à souder. Les petites parties que vous voyez partout, c'est des endroits stratégiques pour aller faire juste un petit cordon de soudure pile à l'endroit où ça pourrait créer un déchirement. Ces kits ont été étudiés, la maladie existe depuis longtemps, donc c'est des choses qui sont faites comme il faut pour pouvoir optimiser le renfort de la voiture. Et ensuite, petit détail, mais on vous montrera, ça va faire partie des finitions. Ça peut paraître un petit peu dégueulasse, un petit peu sale, mais c'est vrai que de la soudure, de toute façon, avec la température que ça prend, c'est tout à fait normal. Après, on reprend tout et ce sera nickel. Les travaux ont bien avancé et on va revenir sur ce train arrière parce que sur la voiture, ça a beaucoup avancé aussi. Et avant qu'on remonte et qu'on ne voit plus rien, on regarde ça de près. Le réservoir est ici, ça ne va pas tarder à être remonté. Alors, c'est assez impressionnant puisque là, il n'y a plus de train arrière, plus de réservoir. C'est-à-dire que passer, il n'y a plus non plus d'arbre de transmission. Donc, grosso modo, passer la boîte de vitesse, il ne se passe plus grand-chose sur la voiture. Par contre, en termes de réparation, c'est quasiment, c'est terminé. L'étape de remontage va pouvoir commencer et quand là
On aurait pu croire que c'est de la peinture qu'on injecte, mais en fait c'est de la résine, c'est du corps creux, c'est un corps gras qu'on vient mettre à l'intérieur, entre les deux pots, dans l'âme de la voiture, puisqu'on ne peut pas aller peindre, mais pour autant, quand on soude, la protection de la voiture d'origine, elle fond, elle disparaît, donc ça va rouiller en interne et on va se retrouver avec un nouveau problème. Revenons maintenant sur les plaques de fixation, enfin sur les renforts qui sont installés. Ce que vous voyez, ça, c'est du Blackson, je ne sais pas comment on le prononce, et la soudure est complètement étanche. Vous le voyez, il y a des cordons, il y a des petits points à des endroits importants, mais il n'y en a pas partout. C'est quand même propre, on pourrait refaire tout ça d'une autre couleur, mais après c'est caché par le berceau. Ça a été bien traité à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne bougera plus, et c'est solide, puisque maintenant les ancrages, vous avez vu, celui-là était quasiment mobile. Donc il y a pas mal de soudure. Maintenant, on va être tranquille, allons revoir le berceau. Concernant ce berceau, parfois ça nous arrive de le repeindre. Il a déjà été changé puisqu'on voit des étiquettes, je ne connais pas le passif de cette voiture, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que cette chose soit remplacée, ce berceau, et il est en plutôt bon état. Il y a des petits points de rouille, on pourrait le refaire, mais tout est une question de budget. On pourrait repeindre tout le dessous de la voiture, on pourrait repeindre tous les éléments qui sont ici, mais ça a un prix et la voiture fonctionne de la même manière. Donc là, c'est resté dans son jus. Sur la vidéo de la CSL, vous pouvez aller la voir, on avait fait les choses différemment. En tout cas, le PowerFlex, on l'avait mis de la même manière sur la E46 CSL également. D'ailleurs, concernant cette CSL, la vidéo s'affiche juste ici et les renforts avaient déjà été faits en Angleterre avant par un précédent propriétaire. Full PowerFlex sur le pont, à l'arrière du pont, à l'arrière du berceau, à l'avant du berceau et sur le côté ici, à l'avant du pont. On a également fait ceux des bras qui sont vraiment importants pour la tenue de cap et la tenue de route de la voiture. On est plutôt pas mal, c'est fini, on remet le réservoir, le berceau et on le plug. Le pont est en place, enfin le berceau est en place et ça a bien meilleure mine. On voit bien le cil en bloc, c'est intéressant puisque le PowerFlex, tout en étant street, donc ça n'amène pas de désagrément, ça reste confortable, il n'y a pas de remontée de bruit, mais ça crée quand même une entretoise qui va éviter les mouvements du berceau. Donc c'est quand même un petit peu plus sportif, ce qui va rendre la voiture un petit peu précise, un petit peu plus précise. Voilà, c'est quasiment fini. On termine le remontage et on va faire un essai pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de la SMG. Beaucoup d'entre vous la connaissent, mais c'est aussi pour ça que les SMG se déchirent un petit peu avant les boîtes manuelles, les boîtes mécaniques, parce qu'en fait, ça donne quand même beaucoup d'à-coups. Si on sait s'adapter un petit peu à cette boîte, ça va. Par contre, si on bourrine vraiment, vous allez vous en rendre compte, ça peut taper assez fort. Continuons cette saga M346 puisqu'on évoque les principaux gros défauts de cette voiture. On a refait les ancrages de train arrière qui étaient bien abîmés, les coussinets de bielle qui étaient clairement
très attaqué, et bien là, un sujet qui va vraiment vous intéresser, j'en suis persuadé, le côté boîte de vitesse, puisque vous le savez, les M346 sont équipés d'une boîte manuelle ou d'une boîte SMG. Pour le coup, c'est une SMG. Cette boîte mécanique robotisée via un groupe hydraulique fonctionne tout de même assez mal. C'est vrai que pour l'époque, c'était une belle chose, c'était une belle évolution technologique, mais ensuite il y a eu les boîtes automatiques que vous connaissez, à double embrayage ou simple embrayage, qui sont quand même beaucoup plus efficaces. On avait déjà on a déjà effectué cette modification sur la M3 CSL RHD, une vidéo que vous allez pouvoir retrouver juste ici qui avait beaucoup plu, et forcément ça a déclenché des demandes. Vous êtes de plus en plus nombreux à revenir vers nous pour faire cette modification, alors on va la faire avec vous. Montez et on va voir pourquoi on déteste autant cette boîte. Détester, le mot est fort, mais la M346 étant une telle voiture, ça peut gâcher le plaisir de conduite, surtout quand elle déconne. Alors, on va la démarrer. On est en première. Sur une voiture plus récente, on n'aurait pas besoin de faire cette manip de passer au neutre. D'ailleurs, elle ne passe pas au neutre. Ça y est, elle le veut. On démarre et tout de suite, on a une roue dentée qui apparaît. Les possesseurs d'M346 la connaissent presque obligatoirement, et il y a un bug. Il y a un bug, mais le client ne souhaite plus, après de nombreuses réparations faites dans d'autres garages, continuer à essayer de faire en sorte de faire fonctionner cette boîte qui est assez récalcitrante. Alors il y a aussi le plaisir de conduite qui peut être un petit peu gâché. La dernière vidéo que nous avions fait à ce sujet était sur la CSL. Et c'est vrai que la CSL, la boîte fonctionnait parfaitement, mais c'est un soft de boîte un petit peu différent, et une CSL boîte méca, c'était juste le Graal. Maintenant, allons faire un tour pour essayer de vous expliquer un petit peu en quoi cette boîte peut être perfectible et parfois désagréable. Le but n'est pas de vous démontrer que cette boîte est nulle, puisque en 2000, c'était une technologie qui était quand même assez forte chez BMW et c'était assez unique, et ça a quand même le mérite d'avoir été développé et d'exister. Par contre, je ne vais pas vous cacher le fait que ça puisse bugger. De toute façon, ce serait un mensonge puisque c'est mondialement connu. Je fais ma marche arrière, tant bien que mal, puisque la voiture entre deux a bugué, je croyais même pas pouvoir partir, et on se retrouve à passer la première qui est finalement une deuxième. Allez, allons-y, en deuxième ça va partir. En deuxième ça part, surtout que nous sommes en descente, mais c'est pas normal. Il y a une latence dans cette boîte de vitesse, mais qui en soi n'est pas trop grave. Si on roule doucement, et quand je vous parlais de s'adapter à la boîte de vitesse, c'est clairement le cas. Puisqu'on doit anticiper le passage en levant le pied quand on roule très vite, puisqu'elle sait être rapide, cette boîte de vitesse. Mais j'ai appuyé 4 fois sur la palette avant de pouvoir passer le rapport. On est habitué quand même aux choses un petit peu modernes, et dans une voiture qui commence comme ça à être un petit peu plus vieille, autant le faire soi-même. Avec le levier, je veux dire. Quelque chose d'intéressant et qui fait que ça peut mieux faire fonctionner la boîte de vitesse, c'est ces petits crans qui nous mettent un mode sport plus réactif ou moins réactif. Cette boîte de vitesse en mode automatique avec un seul cran fonctionne relativement bien. Sinon, il faut tout passer. Il y a un petit mode caché ici qui s'active que quand on est vraiment en mode sport avec les assistances enlevées. Avec le mode sport, bon, c'est un petit peu plus réactif. Ici, avec le DSC off, on a l'anti-patinage qui s'est allumé. Et sur l'écran de la boîte de vitesse, juste là, avec le passage, on a une barre supplémentaire qui va s'afficher. Vous la voyez tout au bout. Et on peut aller chercher le 5e mode de boîte, le plus agressif. On avait vraiment envie de partager avec vous le côté boîte de vitesse, et pour ceux qui ne connaissent pas la boîte SMG, montrer un petit peu ses défauts, ses qualités, mais on est bloqué en 3e et je suis au point mort. Donc on va l'éteindre, elle va repartir, peut-être, on va au garage. Ça y est, nous sommes en première, elle est engagée juste ici, ce qui va nous permettre de rentrer au garage. T'es sûr? Pas sûr. On ne peut pas donner que des défauts à la M346, vous le savez, on aime cette voiture, et là vous avez pu remarquer cette sonorité métallique que j'aime beaucoup. Alors ce que j'aime moins, c'est les à-coups. Peut-être même que sur la vidéo, vous allez vous rendre compte de la voiture qui donne des grosses saccades à chaque passage. Et après, petit truc risible, hein, ça aurait dû être filmé, elle s'est bloquée à un stop, mais après le stop. Donc j'étais au milieu d'un carrefour avec des voitures qui venaient des quatre coins. Et puis c'est tout, fallait attendre.
On peut le prendre en rigolant parce que la situation s'est passée dans notre petite ville de PO là, avec un carrefour pas trop dangereux, mais ça pourrait le devenir assez facilement. On comprend qu'on peut résoudre les problèmes de cette boîte, mais on peut aussi en avoir marre. Quelque chose de très bien qu'apportait cette boîte, c'est le côté talon-pointe. Ça, c'était une vraie innovation également. Au rétrogradage, elle met un petit coup de gaz pour éviter les blocages de pont. Ça, c'était vraiment cool. J'ai un bon souvenir de la SMG sur la CSL, donc on ne peut pas dire que c'est totalement nul. Et je rappelle encore une fois, l'époque, l'année de sortie de cette voiture. C'est très important. Maintenant, on va faire comme sur la CSL. On va donner 100% de plaisir en boîte manuelle à cette M3. C'est parti. Le démontage est lancé, c'est plutôt basique. On démonte l'échappement, la transmission et tout de suite on voit la boîte. On a l'actionneur avec des tuyaux hydrauliques. Sur une boîte manuelle, on ne les aurait pas. Et on a tout là-haut la partie vraiment groupe hydraulique. On a, et en plus, en haut de ce côté-là, au niveau du levier, on a le robot, si on veut, on l'appelle vulgairement comme ça, qui pilote la boîte et qui déplace le levier. Et on peut voir que ça a déjà été beaucoup démonté et ça ne fonctionne toujours pas. J'insiste sur le fait qu'on aurait pu faire fonctionner cette boîte de vitesse. J'insiste aussi sur le fait que ça a été déjà beaucoup démonté et peut-être pas comme il faut, puisqu'on voit des tuyaux ici qui sont pincés, des supports de ces mêmes tuyaux qui sont complètement défoncés, ça tombe tout seul, et derrière, sur le support du robot, ce qui pilote la boîte de vitesse, il manque une vis. Alors, effectivement, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été un petit peu matraquées et qui font que réparer cette boîte, ce serait peut-être pas non plus faisable parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont abîmées et qui ont été maltraitées. Une question qui va arriver et qui, à mon avis, sera déjà dans les commentaires à ce stade de la vidéo, c'est combien ça coûte? Alors ici, on a notre petite liste de courses en pièces BMW, pièces originales évidemment, et il y en a pas mal. C'est vrai que la CSL, on savait un petit peu, mais il y avait une donneuse, et il y avait aussi le fait qu'on y a passé du temps, mais un petit peu pour le plaisir, un petit peu... allez, c'était vraiment un petit côté passion et découverte. Là, ici, c'est différent. On a beaucoup plus de demandes. Et on peut maintenant énumérer un petit peu un certain nombre de pièces nécessaires et le coût qui va avec. Donc on aura un prix qui sera annoncé à la fin de la vidéo et qui nous donnera un petit peu où on va en termes de budget concernant la modif SMG boîte méca. Et des pièces, il y en a pas mal, puisque il y a pas mal de modifications. Et je tombe sur un truc, le levier de vitesse, l'isolant qui va autour et tout un tas de trucs, dont une pédale d'embrayage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même beaucoup de matériel et beaucoup de temps pour tout installer. Ici, on a le guide, ce qui va piloter la boîte de vitesse à la place du robot, puisque le robot a un axe qui vient directement, qui est hydraulique et qui vient piloter la boîte. Et bien là, c'est plus le cas. On va mettre ça au bout du levier qui est ici. Une durite qui va nous servir également pour le côté hydraulique de la pédale, puisqu'il ne faut pas mélanger. Hein. C'est vrai que quand je dis boîte méca, boîte SMG, je répète, c'est une boîte mécanique également, la SMG, mais qui est pilotée par tout ce qu'on va supprimer. Ici, le côté hydraulique, en fait, d'une voiture standard, en fait, avec le liquide de frein normal. Plein de petits clips, plein de petites choses. On a ici, alors je vais aller voir en même temps que vous, mais je pense que ça va être le récepteur d'embrayage, qui est beaucoup plus petit que celui de la SMG. Ici, peut-être qu'on a l'émetteur, exactement, celui qui se retrouve au bout de la pédale d'embrayage, puisqu'il faut... Et ouais, quand je disais hydraulique, en fait, c'est le même système. Pour l'embrayage, c'est le même. C'est le même système. Oui, c'est le même liquide. C'est le liquide de frein qui sert pour l'embrayage. Et c'est le même bocal. Ici, je dirais que c'est le pommeau. Alors, c'est symbolique, mais un joli pommeau en cuir avec le logo M. Une question m'est venue à l'esprit. Est-ce que ce pommeau, comme dans une M346 boîte méca, est éclairé? Ici, on a pris le kit M Performance, comme dans la CSL. Donc, le soufflet que je viens de poser ici est en Alcantara. Le pommeau est en cuir, alors que sur une M346 standard, tout est en cuir. Ensuite, tout plein de petites pièces, dont des capteurs. Mais on va revenir là-dessus au fur et à mesure qu'on installera ces pièces sur la boîte de vitesse et sur la voiture. La boîte est déposée, on a une visibilité sur l'état de l'embrayage et tout ce qui est
volant moteur. Et par contre, sur le côté, on distingue assez bien tout ce qui va s'en aller. Alors, je prenais ce faisceau, mais c'est celui des Sonlanda, rien à voir, l'échappement. Mais là, on voit bien le récepteur, les tuyaux hydrauliques, tout au fond là-bas, le groupe hydraulique et sur la boîte de vitesse qui est devant la voiture, le robot. Alors après, l'étape suivante, c'est de démonter la boîte et commencer les modifications de ce côté avant de vraiment se lancer dans les petites options qu'on va ajouter, options pédale d'embrayage et tout le reste qui va avec. Une partie électrique et une partie hydraulique concernant ce robot, ce qui va, voilà, ça fait partie des choses qu'on va modifier. On va supprimer une partie et on va en rajouter une nouvelle. Étape cruciale dans le chantier de cette M346 cabriolet. SMG à la base, maintenant boîte manuelle. On a modifié la boîte de vitesse, ça, on en a déjà parlé. Vous voyez tous ces sachets dans ces cartons, c'est toutes les pièces qu'on a commencé à monter sur la voiture et ça commence à ressembler à quelque chose. On va descendre la voiture pour voir un petit peu ce qu'on a installé dans l'habitacle et dans le compartiment moteur, mais là on peut déjà distinguer quelque chose, c'est le fameux levier de vitesse. Donc l'étape est vraiment cruciale et importante, ça veut dire que là c'est fini la SMG, on a un tas de matériel dans le carton, on va regarder le groupe hydraulique, l'ancien levier de vitesse et plein de petites choses. Pour fixer ce fameux levier, il y avait un support qui n'était pas présent sur la voiture, donc on l'a acheté chez BMW et on l'a fixé sur la voiture. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu de peinture et d'après, parce qu'en fait, ces choses-là, c'est de la carrosserie en gros. Une chose importante, c'est bien la boîte de vitesse d'origine de cette voiture qui était SMG, que nous avons modifiée pour passer en manuel. Dans ce carton, on va sortir toutes les pièces, ce levier qui ne sert bien évidemment plus à rien, le récepteur qui vient actionner l'embrayage pour passer les rapports. Ici, le robot qui vient piloter. Alors, c'est juste en dessous du levier. C'est ce qui vient actionner, passer les rapports à votre place. Et ici, un petit peu plus massif, le groupe hydraulique. Ce groupe hydraulique, c'est une pompe, des électrovannes. Ça vient piloter ces deux éléments. Ce qui nous amène au réservoir sur la boîte à air d'origine. Alors, il y a deux solutions. Soit on répare la voiture, puisqu'on a commencé cette vidéo en vous expliquant qu'elle ne fonctionnait plus, cette boîte, que le propriétaire en avait vraiment marre, puisqu'il a cherché vraiment des solutions pour faire fonctionner cette boîte SMG. Et voilà, il y a un moment, trop c'est trop, on aurait pu la réparer, on aurait trouvé la solution, mais une boîte manuelle sur une M346, c'est quand même plus sympa. Alors, le réservoir est ici. Il faut savoir qu'il ne se détache pas de cette boîte à air. Donc, si on veut rendre cette voiture esthétiquement et visuellement identique à une boîte 6 rapports standard, il faudrait pouvoir supprimer ce bocal et ce n'est pas possible, sauf sur la CSL. Donc là, il faudrait changer tout le plénum. Alors, on voit bien ce petit bouchon pour le fermer et ce petit conduit qui vient alimenter la pompe juste en dessous. En fait, aujourd'hui, il y a plein d'étapes importantes et cruciales. Un cutter, ça va nous permettre de découper ce bocal. Encore une chose qui est préfabriquée pour pouvoir en fait faire les deux versions, SMG et non. En fait, on a ce tuyau dans lequel va circuler le liquide de frein et ça va piloter de manière différente en fait l'émetteur et le récepteur d'embrayage, puisque maintenant on a une pédale, donc tout ça c'est un fonctionnement hydraulique, mais c'est pas le même. Là on a enlevé une pompe qui le fait à notre place. Ici en fait c'est le liquide de frein qui va venir alimenter tout ça. Donc on va couper cette durite à la bonne dimension et on va couper le petit bout de plastique qui obturait cette connexion et on va pouvoir purger ensuite ce système d'émetteur-récepteur d'embrayage. Ici, beaucoup de place, on peut imaginer le groupe hydraulique qui était en place juste en bas. On va remettre le démarreur, SMG ou pas, ça sert à quelque chose. Et ensuite, on va remettre toute la boîte à air avec son réservoir qui ne servira plus, qui alimente normalement le groupe. Ensuite, on peut distinguer au fond le faisceau électrique de la SMG qui va rester là en attente. On ne va pas enlever tous les fils, ce n'est pas à la demande du client. Ici, on retrouve pas mal de fils dans lesquels on a aussi des choses qui étaient propres à la SMG qui ne serviront plus. Donc on a enlevé tout ce qu'on a pu sans toucher au faisceau. Maintenant, on va aller voir dans la voiture ce que la partie embrayage nous réserve. Une belle pédale. J'ai dit belle,
parce qu'elle est toute neuve, brillante, et ça fait vraiment le contraste avec la pédale de frein et d'accélérateur qui sont pleines de poussière, c'est normal. Et ensuite, on va aller sur le levier de vitesse, puisqu'on a une petite subtilité. On en a profité pour monter un modèle M Performance. Un levier. Alors, cette fonction, on voit bien qu'on n'a pas encore la boîte de vitesse en dessous. Le côté rétro-éclairage du pommeau d'origine de la 46 est perdu avec cette option SMG, cette option M Performance, pardon. Mais par contre, on a ce soufflet en Alcantara qui est très sympa et ce levier en dessous qui est plus direct et plus précis que le levier standard. Vous pouvez également observer ces deux calculateurs, en dessous le calculateur moteur et sur le dessus le calculateur SMG qui ne servira plus. Un autre truc qui ne servira plus à rien, les palettes. C'est ces deux palettes qui sont juste derrière le volant et qui vont disparaître de la vue. Alors ensuite, ça va nous amener à la partie codage, puisque tout ce fonctionnement se retrouve aussi au combiné. Donc il va falloir, je l'ai dit, on ne va pas tout supprimer, remettre comme si elle n'avait jamais eu sa boîte SMG. On va garder ce compteur en effaçant, en éteignant un petit peu les écrans qui ne serviront plus et les voyants qui ne serviront plus. Donc la voiture sera dans un fonctionnement normal, mais il y aura quelques traces de son ancienne boîte de vitesse. Allons tester cette voiture et surtout cette boîte de vitesse, c'est vraiment plus pareil. Si on compare l'instant où je suis parti la première fois du garage, la voiture saccadait. Bon, on va pas oublier non plus qu'on est complètement tombé en panne, qu'elle voulait plus avancer, reculer, rien faire. Là, c'est tout bon. On peut se balader. On sent que on n'est pas victime de cette boîte de vitesse qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Et au-delà de ça, maintenant, on va pouvoir apprécier ce moteur et puis cette M3 tout simplement, puisqu'une M3 c'est une vraie voiture de sport, une vraie voiture plaisir. Pour résumer, les interventions de cette M3 justement, coussinette bielle, très important. Le train arrière, le déchirement de ce train qui c'est la maladie, faut le savoir. Ça s'accélère avec les boîtes SMG puisque ça donne beaucoup d'à-coups, mais c'est également le cas parfois en boîte manuelle. Celle-ci était quand même bien avancée. C'est réparé dans les règles de l'art, ça ne bougera plus. Maintenant, voilà, cette boîte de vitesse, allez, on se balade. C'est comme... Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec la boîte de vitesse, mais vraiment... La sonorité de ce moteur est juste folle, le S54, c'est vraiment foufou. Et voilà, on va pouvoir aller chercher un petit peu les régimes. Et par contre, il y a une petite condition qui fait qu'on va pas aller vraiment tout en haut dans les tours. Les coussinettes bielles qui sont à peine rodées, donc il n'y a pas vraiment de rodage, mais il est toujours préférable de se laisser un petit peu de temps pour aller chercher vraiment la zone rouge. Ce qui est important, et je le répète, c'est que la voiture, c'est comme si elle n'avait jamais eu de boîte SMG, mis à part un écran qui est actuellement éteint. Du coup, ça se voit presque pas. C'est la seule chose que ça laisse transparaître dans l'habitacle. Sous le capot, il reste juste le petit réservoir de liquide hydraulique pour le groupe de la boîte SMG. Le toucher de pédale est le même. Le passage de rapport est exactement le même que dans une M346 boîte BK, boîte manuelle. Et là maintenant, on a le plaisir de passer les rapports avec en prime un short shift. Donc ce levier avec un débattement plus racing, plus précis. Un autre petit détail, le volant. Le volant, derrière, on peut mettre des petits caches pour le trou qui était initialement prévu pour les palettes qu'on a démontées, mais de ce côté-là, on voit rien. Et les mains n'ont rien à aller faire dans ces trous, donc ça ne dérange pas et c'est très peu visible. Dans ce résumé, j'ai oublié qu'on lui a mis des nouvelles jantes, bien plus sympas. Après, les goûts et les couleurs, puisque effectivement, on peut parler de couleurs sur ces jantes qui ont été choisies en anthracite.
voilà, chacun voit les choses comme il le veut. Ce qui est sûr, c'est que les jantes précédentes étaient en très mauvais état, de très mauvaise qualité, et voilà, donc pas vraiment dans l'esprit de ce qu'on aime, mais voilà, niveau découverte. Là maintenant, elle a des jantes style CSL. Bon, c'est pas une CSL, mais on est dans l'esprit de la marque, ça c'est certain. Il est même complètement. Nous y sommes, le sauvetage de cette M346 touche à sa fin. J'espère que ce sujet assez varié vous aura intéressé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Kenavo. Petit bonus, afin que cette BMW retrouve toute sa fierté, nous allons lui mettre ses logos, puisque sur les jantes précédentes, on ne les avait pas. Le logo est en place. Maintenant, on va mettre le petit sticker M. On répète l'intervention derrière et on fait bien attention parce que c'est pas parce que c'est une BM et non une Porsche qu'on n'a pas le droit de mettre le logo dans le sens de la valve, puisqu'on a eu beaucoup de remarques sur sur une autre voiture sur laquelle on avait mis le logo Porsche, pas exactement en face, comme à l'avant, je viens de le faire, puisque parfois dans le tournage de la vidéo, on oublie un petit peu certains détails. C'est pas grave puisqu'on peut le déclipser et le remettre. On remet le petit logo à l'arrière comme à l'avant. Alors c'est tout petit. Et là, on a la valve, le logo M et le logo BMW. On continue sur les badges, on va mettre celui de la malle arrière maintenant. Concluons ce petit bonus que je trouve vraiment sympa, ça fait plus le même effet, c'est les petits détails qui comptent, par la tarification. Alors on va vous donner des tarifs plus ou moins approximatifs puisque ça dépend de la voiture. Les coussinettes bielles, c'est un forfait, on sait où on va, 1 390 €, c'est de la mécanique pure, donc là c'est facile de savoir. Chiffré. Par contre, sur la partie berceau, ça dépend de l'état de la voiture. On a un forfait de base à 1 390 €. Ensuite, il faut ajouter les cils en bloc si nécessaire. Ça peut monter jusqu'à 1 600, 1 700 €. Après, il peut y avoir des travaux de peinture plus importants et ça peut encore augmenter un petit peu. Concernant, je sais ce que vous voulez savoir, le prix de la conversion E46 SMG en boîte mécanique manuelle, on sait qu'on est aux alentours des 3 500 €. À préciser, puisque par exemple, si on utilise quelques pièces d'occasion d'une autre voiture, notamment levier, pédalier, etc., ça baisse la note, mais on sait qu'on peut aussi avoir des surprises et augmenter la note. Ces voitures, ne l'oublions pas, ont une vingtaine d'années. Kenavo.